bonsoir. Alors nous allons aborder dans la capsule de ce soir, qui sera pratiquement la dernière partie concernant l'étude du muscle squelettique strié, dans la conversion de l'énergie chimique en énergie mécanique. Alors comme vous le savez, d'après les capsules précédentes, nous avons mis en évidence différents mécanismes métaboliques d'ordre chimique et même d'ordre thermique. Nous avons aussi abordé les mécanismes de contraction de la muscle squelettique strié. Des mécanismes au niveau de l'unité fonctionnelle qui est le sarcomère. Nous avons aussi mis en évidence les mécanismes moléculaires, comment les deux protéines ou les myofilaments intervenant dans la contraction musculaire, à savoir les filaments d'actine et de myosine, quels sont les mécanismes moléculaires qui accompagnent ces phénomènes, à savoir l'intervention de la molécule d'ATP et l'intervention d'isoocalcium. Donc je vous prie, avant de regarder cette vidéo, de revenir pour voir les capsules précédentes concernant les différentes parties de l'étude du muscle squelettique strié. Alors, nous allons, comme j'ai dit, voir dans cette capsule les manifestations mécaniques de l'activité musculaire en réponse à des stimulations différentes. Grosso modo, nous allons voir un petit peu l'activité électrique. Vous savez, mes chers élèves, comme propriété du muscle squelettique strié, c'est qu'il est excitable, conductible, contractile et fatigable. Alors, les phénomènes que nous allons étudier dans cette capsule vont en quelque sorte dévoiler ce côté pour mieux comprendre. Alors voilà ce que nous allons bien sûr aborder dans cette capsule. Nous allons faire une étude expérimentale de la contraction musculaire. Là, vous voyez à côté un document que je vais faire par la suite un agrandissement. Ce document va nous permettre déjà de connaître le dispositif expérimental qui permet de visualiser les réponses à des stimulations différentes, à savoir le myogramme. Et nous allons voir, bien sûr, l'animal, la grenouille, quel muscle on utilise pour faire une étude de ce genre. En grand 2, nous allons bien sûr passer à l'étude du myogramme, qui n'est que l'interprétation des activités du muscle. Alors, dans l'étude du myogramme, nous allons étudier 3 sous-petites unités, à savoir une secousse musculaire isolée. Nous allons bien sûr l'étudier, la détailler. Et en petit b, nous allons étudier une réponse musculaire à 2 excitations efficaces de même intensité. Et nous allons terminer notre étude par une réponse musculaire à une série d'excitations efficaces, successives et de même intensité. Voilà, donc nous allons sans trop tarder passer pour une étude expérimentale de la contraction musculaire par l'intermédiaire du dispositif que je vais vous expliquer. Alors, comme vous pouvez le remarquer, le dispositif devant vous, il permet l'enregistrement mécanique de la contraction musculaire qu'on appelle un myogramme. Alors, sur le document numéro 1, alors on peut remarquer que la technique expérimentale suivante utilise le membre postérieur d'une grenouille décérébrée, c'est-à-dire à qui on détruit le cerveau. Cette grenouille aussi est démédulée, à qui on détruit la moelle épinière. Alors, l'animal est posé sur une planchette. Le genou est immobilisé, c'est-à-dire point fixe. Le nerf sciatique est dégagé, comme vous pouvez le remarquer.
Sur lui seront placées des électrodes excitatrices. On utilise le myographe, qui est représenté par le dispositif rouge, qui amplifie les mouvements du muscle et permet les enregistrements. Les enregistrements obtenus s'appellent les myogrammes. Alors, comme je vous ai dit, mes chers élèves, nous allons procéder dans un premier temps par étudier une secousse musculaire isolée, par la suite réponse musculaire à deux excitations efficaces de même intensité et par la suite réponse musculaire à une série d'excitations efficaces, successives et de même intensité. Alors, le dispositif, en général, vous n'êtes pas demandé de l'apprendre par cœur, mais je vous laisse seulement le soin de découvrir les différentes parties. Donc, ils sont numérotés de 1 jusqu'à 10. Alors, on trouve un cylindre enregistreur, un interrupteur manuel, excitateur, le nerf sciatique, la planchette, supportant le muscle et les stylés, le gastrocnémien ou le gastrocnémien, c'est un muscle du mollet. 7. Le stylet inscripteur. 8. Le signal, un chronographe, lame à ressort et un support fixe. C'est juste pour savoir les différentes parties. Là, on a par exemple un myogramme, c'est-à-dire le tracé, que nous allons par la suite essayer d'interpréter. Alors nous allons bien sûr passer maintenant à l'étude d'une secousse musculaire isolée. Alors nous allons voir de quoi il est formé une secousse musculaire isolée. Alors le graphe suivant, c'est la représentation d'un myogramme qui représente la réponse musculaire à la suite d'une seule excitation. Bien sûr, cette excitation, elle est efficace. Vous pouvez remarquer, c'est le myogramme. La deuxième ligne, c'est le signal d'excitation. Et la ligne sinueuse, c'est un diapason qui donne les unités de temps. Alors, le myogramme, on peut le subdiviser en trois parties. La partie L, qu'on appelle la phase de latence. La partie C, c'est la phase de contraction. Et la partie R, la partie de relâchement. Et bien sûr, là, on trouve l'amplitude du myogramme. Alors, sans trop tarder, nous allons passer, bien sûr, à l'explication de ces trois phases. Alors, nous allons procéder par l'interprétation de la secousse musculaire isolée. Alors, comme vous pouvez le remarquer, une secousse musculaire isolée est due à une stimulation efficace qui est déclenchée après un certain... Une stimulation donc déclenchée après un certain temps de latence. C'est la lettre L, comme je vous ai marqué sur le myogramme. Alors, on remarque que la réponse n'est pas immédiate. Comme vous pouvez le voir, il y a un petit moment qui sépare le moment de l'excitation et le début de la réponse musculaire. On remarque que la réponse n'est pas immédiate. La secousse musculaire présente deux phases, une phase de contraction et une phase de relâchement. Alors nous allons bien sûr expliquer ces trois phases. La phase L correspond à la durée entre le moment de l'excitation et le moment du début de la réponse. Tout simplement, il faut comprendre, mes chers élèves, qu'avant que le muscle répond à une excitation, il y a ce temps de latence qui correspond tout simplement à l'arrivée de l'influx nerveux au niveau de la plaque motrice, par la suite la libération des ions calcium du réseau sarcoplasmique. Donc tous ces phénomènes nécessitent un certain temps. Voilà, c'est le temps de latence.
La phase de contraction, c'est une phase ascendante, comme vous pouvez le voir. C'est une phase ascendante au cours de laquelle la tension musculaire augmente progressivement. Faites référence, bien sûr, au mécanisme de la contraction musculaire, c'est-à-dire au niveau de la myofibrie avec le nombre de sarcomères qui rentrent en jeu. Alors, la dernière phase, c'est la phase R, c'est la phase de relâchement, au cours de laquelle le muscle reprend ses dimensions initiales. Certainement, vous le savez maintenant, mes chers élèves, que le muscle ne se relâche qu'après réabsorption des ions calcium pour que les têtes de myosine soient relâchées et la dissociation des ponts actomyosine, réabsorption des ions calcium et bien sûr le sarcomère retrouve sa dimension initiale et par la suite la myofibrie. Alors comme ça, comme vous le remarquez, quand on connaît les mécanismes moléculaires de fonctionnement d'un muscle, c'est très facile d'interpréter par exemple des myogrammes de ce genre. Maintenant, nous allons passer à étudier les séries d'excitation à partir de 2 et plusieurs excitations que nous allons aborder, bien sûr, à travers le document suivant. Alors, comme je vous ai dit, mes chers élèves, le document suivant va nous permettre d'étudier des phénomènes d'excitation, une série d'excitations à partir de 2 et plus. Nous avons déjà vu ce qui se passe au niveau d'une secousse musculaire isolée. Maintenant, on va réaliser une série d'excitations. Alors, lorsqu'on excite un muscle par 2 excitations successives de même intensité, séparées par un intervalle de temps variable, on obtient les enregistrements suivants. Alors, je vais faire un agrandissement pour la figure qui va nous concerner. Alors, bien sûr, c'est la figure numéro 3. Alors, donc là, on obtient 2 secousses musculaires semblables et isolées parce que la seconde excitation intervient au cours de la phase de décontraction de la première réponse. C'est le numéro 1. Alors, maintenant, la deuxième réponse se superpose à la première sans qu'il y ait confusion des 2 courbes. Donc, c'est toujours à côté du 1. Maintenant, si la seconde excitation intervient au cours de la phase de contraction de la première réponse, il y a superposition et prolongement des 2 courbes. La tension totale créée est supérieure à celle de la secousse élémentaire. Alors maintenant, nous allons voir un phénomène un peu particulier, alors qui concerne la figure numéro 2. Quand on excite le nerf ou le muscle avec des intensités croissantes, on excite un nombre croissant de fibres nerveuses, d'où excitation d'un nombre croissant de plaques motrices, donc de fibres musculaires. Par une certaine intensité, toutes les unités motrices du muscle sont excitées. L'amplitude est alors maximale. C'est le phénomène de recrutement que représente la figure numéro 2. Alors, quand l'intensité est faible, seules les fibres périphériques sont excitées. Alors, on parle de la sommation. Cette sommation a lieu quand la fibre musculaire est excitée de nombreuses fois et de manière successive. Alors maintenant, nous allons voir une réponse musculaire à une série d'excitations efficaces
successives et de même intensité. Alors, lorsqu'on excite un muscle par deux séries d'excitation de même intensité et de fréquence variable, on va obtenir ce qu'on appelle des enregistrements de tétanos. On a des tracés enregistrés qui s'élèvent en ligne sinueuse. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Alors, c'est la figure numéro 4. Alors, donc on a dit il y a une sommation des secousses musculaires, d'où augmentation de l'amplitude jusqu'à une certaine valeur, au-delà de laquelle elle reste constante. La sommation s'est faite avec fusion incomplète des secousses élémentaires. On parle de tétanos imparfait. Alors, le graphe juste à côté, dans le cas où les excitations sont plus rapprochées de façon à ce que chacune d'elles atteigne le muscle pendant sa phase de contraction, le muscle se contracte de nouveau et reste contracté tant que dure l'excitation. Le tracé obtenu est un tétanos parfait. Alors maintenant, mes chers élèves, on va parler de la fatigue musculaire. Alors cette fatigue musculaire, on peut l'illustrer sur la figure numéro 5 en bas. Quand un muscle subit un grand nombre d'excitations successives, son amplitude diminue, les différentes phases de la contraction sont augmentées. Dans le cas de tétanos, il y a diminution de l'amplitude du plateau, ce qui traduit la fatigue musculaire. Alors voilà mes chers élèves, grosso modo, ce sont les différents myogrammes qui sont obtenus à la suite d'excitations, soit isolées, soit successives. Alors voilà, comme vous pouvez le remarquer, on a pratiquement terminé l'étude du muscle squelettique strié. Et je crois que maintenant, on a répondu pratiquement à toutes les questions qui ont été posées depuis le début jusqu'à la fin. À savoir, comment le muscle squelettique strié convertit l'énergie chimique contenue dans l'ATP en une énergie mécanique qui est traduite par un travail musculaire. Nous avons vu les mécanismes de contraction, nous avons vu la structure, l'ultrastructure du muscle, nous avons vu les phénomènes métaboliques, les phénomènes thermiques, et dans cette capsule, on a étudié expérimentalement quelques réponses musculaires à différentes excitations. Alors il ne me reste seulement à vous dire, mes chers élèves, que cette unité elle est très importante. Avec la première unité, à savoir la consommation de la matière organique et le flux d'énergie, pratiquement, c'est le 1/3 du programme. Il est parfois noté sur 5 jusqu'à 7 points selon les questions. Donc je vous demande de lui prêter l'attention qu'il mérite si vous voulez réussir en SVT. Alors, j'espère que je vous donne rendez-vous dans le deuxième grand chapitre qui va traiter une partie importante, l'information génétique, le rôle de l'ADN, le rôle du noyau. C'est une unité où nous allons certainement découvrir un monde merveilleux de la cellule. Je vous remercie mes chers élèves de votre aimable attention. Je vous donne un rendez-vous prochainement. Soyez encore une fois courageux, continuez comme il faut et à bientôt. Bonne soirée.